Mais avant cela, c'est Adrien Clouet, député La France Insoumise de Haute-Garonne, vice-président de la Commission des Affaires sociales et vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Bonjour Adrien Clouet. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. La semaine a été mouvementée à l'Assemblée nationale. C'était une belle semaine. Écoutez, en 5 jours de travail, on a maintenu le 1er mai férié et chômé. On a empêché une réforme de l'assurance chômage qui allait retirer 6 mois aux travailleurs seniors qui malheureusement, après une rupture conventionnelle, n'ont plus de boulot et ont besoin de ça. On a supprimé les ZFE qui pénalisaient les ménages populaires avec leurs véhicules. Et on a obtenu le retrait de la loi Yadan. C'est efficace quand même en 5 jours de travail, un député insoumis. Pour vous, c'est ce que vous dites. Mais justement, on va y revenir un petit peu dans le détail quand même. On commence par la loi Yadan, retiré, oui. Vous l'avez dit, il n'y aura finalement pas de débat à l'Assemblée nationale sur ce texte qui visait à lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Prétendument. On va en parler, vous inquiétez pas. La députée s'est exprimée après le retrait de sa proposition de loi. Écoutez-la. Ça a été une annonce publique faite par LFI dans tous les médias. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la PPL Yadan, pour que la loi Yadan ne soit pas examinée. Dans ces conditions, je me réjouis que notre groupe ait pu obtenir de ce que le gouvernement va continuer à porter ce sujet dans le cadre d'un grand projet de loi gouvernementale qui reprendra les dispositions de mon texte, mais qui aura surtout une force encore plus grande. Alors, on a compris votre position sur ce texte, mais qu'est-ce qui vous posait problème ? Est-ce que c'était le fait qu'il ne fallait pas pour vous de nouvelles lois pour lutter contre l'antisémitisme, ou est-ce que c'était ce texte-là ? C'est évidemment ce texte-là. D'abord, rappelons qu'aujourd'hui, une des plus grandes difficultés pour la lutte contre l'antisémitisme et tous les racismes, c'est les manques de moyens dans la police, la justice, magistrature, éducation nationale. Mais même en posant de côté la question des moyens, qui est centrale, parce que les mêmes qui donnent des leçons là, sont ceux qui coupent des postes pour, par exemple, faire la prévention au milieu scolaire. Mais pour vous, le droit actuel suffit pour lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme ? Il y a des éléments qu'on peut améliorer, qu'on peut bouger, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je pense par exemple aux maisons d'édition, aujourd'hui en France, qui publient impunément des ouvrages d'extrême droite négationnistes et qui font l'objet de très peu de poursuites. Il y a par exemple des choses sans doute à travailler à ce niveau-là, pour donner qu'un seul exemple. Mais le texte de Mme Yadan, c'est un texte qui me paraît être dangereux. D'abord parce que c'est un texte qui associe les Juifs et les Juifs de France à l'État d'Israël, alors qu'ils n'ont rien à voir. Je veux dire, les seules personnes qui ont à voir avec M. Netanyahou sont ses électeurs, ses électrices en Israël, qu'ils soient juifs ou pas juifs d'ailleurs. Donc, opérer une telle assimilation, c'est dangereux parce que ça transforme les personnes dans notre pays en cible pour une politique étrangère ou pour une question géopolitique. Les Juifs et les Juifs de France, je veux le redire ici, n'ont rien à voir avec ce qui se passe à Gaza, n'ont rien à voir avec la politique de M. Netanyahou, n'ont rien à voir avec l'État d'Israël. Seuls les citoyens de l'État israélien sont liés à l'État israélien. Et à partir de cette prémisse qui est dangereuse, Mme Yadan proposait des dispositions qui le sont tout autant. Par exemple, établir un délit d'apologie, en gros, implicite, le mot implicite du terrorisme. Vous avez vu que même des juges antiterroristes... Oui, juridiquement, c'est... Voilà, des juges antiterroristes ont dit... Ça soulevait des questions. Et oui, des juges antiterroristes disent c'est l'arbitraire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, un soutien implicite ? Ça veut dire qu'en gros, quelqu'un qui ne nous revient pas, on peut l'accuser de n'importe quoi. Deuxièmement, le texte de Mme Yadan crée un nouveau délit également, qui est celui d'appel à la destruction d'un État. Enfin, pardon, mais les États, ils se créent ou ils disparaissent régulièrement. D'ailleurs, c'est le cas dans l'histoire du monde, même récente. Prenez un exemple tout récent, il y a quelques années, le Soudan, c'est scindé en deux, Soudan du Nord, Soudan du Sud. Est-ce qu'on va pourchasser les gens qui, à l'époque, disaient il faut séparer en deux le Soudan ? Vous voyez que ça n'a aucun sens. C'était toute l'histoire de plein de combats, y compris anticoloniaux. La question vietnamienne, ça a été la question en Tchécoslovaquie, qui est devenue deux pays différents. Et donc, demain, quelqu'un qui dit qu'il faudrait, par exemple, une solution à un État binational où vivraient en paix tous les citoyens qui aujourd'hui sont israéliens ou palestiniens seraient poursuivis en justice. Non, c'est un débat politique que celui des États dans notre monde aujourd'hui. Et pourchasser des historiens, des journalistes ou des juristes sur cette base me paraît être un recul fondamental dans les libertés publiques. Donc je suis content que ce texte soit retiré. Et contrairement à ce qu'a dit Mme Yadan, puisqu'on a bien vu que l'annonce a été faite par un communiqué de presse du groupe EPR, c'est-à-dire quand même un petit groupe de l'Assemblée. Le groupe donc macroniste a annoncé, que ça reviendrait fin juin. Le gouvernement a dit, non, il n'y a pas de date. Il y a un projet de loi qui serait oui, parce que pour l'instant, il n'y est pas. Mais il y aurait un projet de loi pour pallier finalement cette proposition de loi où il n'y a pas eu de débat. Il y aura un projet de loi. Et c'est vrai que là, vous estimez que c'est une victoire pour la France Insoumise parce qu'il n'y a pas eu de débat, il y a eu le retrait de cette proposition de loi.
Mais s'il y a eu un projet de loi, c'est beaucoup plus fort. Vous estimez pas? Elle l'a dit d'ailleurs, Caroline Yadan. C'est plus fort un projet de loi. Déjà, il faut voir ce qu'il y a dedans. Parce que le projet peut être plus fort et peut-être qu'il sera débarrassé de toutes les dingueries qui étaient présentes dans la version 1. Et dans ces cas-là, vous seriez prêt à le voter? Si par exemple, il y a un projet qui donne des moyens pour la lutte contre l'antisémitisme, nous, on est partant. On s'est battu pour ça au moment du budget. Sur l'éducation nationale, la police, la magistrature. On voulait des moyens pour la lutte contre l'antisémitisme et les racismes. Et ils ont préféré, eux, faire des coupes budgétaires sauvages plutôt que d'avoir les moyens de lutter contre toutes les formes de discrimination. Maintenant, j'ai lu un communiqué de presse d'un groupe parlementaire qui annonce l'agenda du gouvernement. C'est étonnant qu'un groupe parlementaire annonce l'agenda d'un ministre. Mais admettons, en disant ça arrivera le 22 juin. Les ministres ont dit non, pas du tout, il n'y a pas de date. Puis le communiqué de presse, le même, a dit ils reprendront intégralement le texte de loi. Les ministres ont dit non, c'est pas vrai, on verra si on en reprend des bouts. Bon, qui s'envoient des fleurs entre eux pour s'occuper, c'est normal. Limite, c'est des macronistes, bon, normal. Mais soyons dans un travail sérieux et admettons que le texte de Mme Yadan a suscité une mobilisation très importante, plus de 700 000 signataires. Donc, il faut entendre cela. La société civile, Ligue des droits de l'homme, Amnesty International sont inquiets à l'idée de ce texte. Donc, il ne faut pas aller plus loin. Il faut qu'il soit retiré de bout en bout, qu'il ne revienne pas et qu'on ait un débat politique sur les moyens concrets qu'on se donne pour ces différentes luttes. Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, est l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Parlons à présent, reparlons ensemble du 1er mai. Oui. Il y a une réunion en ce moment à Matignon qui réunit donc autour de Sébastien Lecornu les représentants des boulangers pâtissiers et des artisans fleuristes. Et puis Sophie Binet de la CGT qui s'est exprimée. Elle reconnaît ce matin sur France 2 qu'en fait, il est utile d'avoir des boulangeries ouvertes le 1er mai, mais elle refuse de voir cette possibilité étendue à d'autres secteurs. Écoutez-la. Les artisans fleuristes, ils peuvent travailler, mais ils n'ont pas le droit de faire travailler leurs salariés. Et pour quelle raison vous l'acceptez pour les boulangers qui peuvent faire travailler leurs salariés, mais pas pour les fleuristes? Parce que pour avoir le droit de faire travailler ses salariés le 1er mai, il faut avoir un motif d'ordre public, avoir une activité indispensable à la continuité de la vie sociale et économique. Je ne crois pas que les fleurs, ce soit indispensable à la continuité de la vie sociale et économique. Et si on a envie d'acheter du muguet chez un fleuriste? Peut-être que vous avez envie d'acheter du muguet à 3h du matin et le fleuriste est quand même fermé. Donc vous voyez qu'il y a des questions d'ordre public qui se posent. Vous voyez où je veux en venir. Donc oui, très vous, bien. Adrien Clouet, là, est-ce que vous pensez quand même que ce serait bien que les boulangers pâtissiers et peut-être les fleuristes puissent ouvrir, s'ils ont envie de le faire, sur la base du volontariat? Là, maintenant, c'est dans quoi? Dans 15 jours quasiment, le 1er mai. Bon, d'abord, on ne va pas changer le planning des gens 15 jours avant. Il y a sans doute ils des peuvent salariés s'adapter. S'ils ont envie, ils peuvent s'adapter. Oui, mais en fait, vous savez très bien que le volontariat, c'est toujours une limite. Il y a sans doute des gens qui ont des enfants. En plus, ça tombe sur un week-end de 3 jours. Donc peut-être qu'ils ont prévu d'aller voir les grands-parents avec les enfants. Dans ces cas-là, ils n'ouvriront pas. C'est libre à eux, en fait. C'est libre à eux, mais parce que le droit aujourd'hui me paraît suffisant. Il n'y a rien à bouger. D'abord parce que, comme ça a été dit, les artisans ont tout à fait le droit d'aller travailler, bien sûr. Ils ne sont pas limités. Il y a des exceptions pour des raisons de continuité de la vie sociale. Et il est évident que se nourrir est une nécessité prioritaire par rapport à acheter des fleurs. En tout cas, j'ai rarement vu des gens mourir de manque de fleurs, plus de manque de faim. Pardon, de manque d'alimentation, oui, on avait compris. Vous avez compris. Donc, la question est juste de savoir qu'est-ce qui est nécessaire ou pas. Je pense, par exemple, les McDonald's ne sont pas nécessaires absolument. Donc, il faut que cette année, l'inspection du travail ait les moyens de faire son activité, c'est-à-dire qu'elle s'assure que tout ce qui n'est pas nécessaire à la vie collective permette aux gens d'être de repos, d'être chez eux, avec leurs proches, ou en loisir, ou quoi que ce soit. Mais vous défendez, chez les filles, vous défendez, comme d'ailleurs Sophie Binet, les travailleurs, les travailleuses, les salariés. Vous estimez que, justement, les boulangers doivent pouvoir rester fermés, les fleuristes aussi, et ceux qui travaillent au McDo, ils sont payés, eux sont ouverts. Non, mais le 1er mai, vous êtes payés, c'est le principe du jour chômé, c'est pour ça que je le défends. Là aussi, donc ils sont payés, les gens, pour ne pas aller travailler. Mais ceux qui vont être en repos, ceux qui travaillent... Ceux qui travaillent le McDo, ils peuvent travailler. Il y a des McDo ouverts. Par ailleurs. Je pense que c'est un problème. Là, certes, ils sont payés, d'accord, ils travaillent, mais vous estimez pas qu'ils devraient être en repos comme les autres et payés quand même? C'est le principe du 1er mai, c'est que vu que c'est un jour chômé, s'ils ne vont pas à leur travail, ils sont rémunérés, ce qui est très bien. Oui, mais là, ils vont travailler, eux. Pas tous. Non, pas tous. Vous savez qu'il y a des débats là-dessus. L'inspection du travail, elle dresse des procès-verbaux qui parfois sont suivis ou pas par les parquets. Et je pense qu'il faudrait une circulaire, c'est ce que j'ai demandé d'ailleurs au ministre mardi dernier, qu'il y ait une circulaire pour qu'il y ait un suivi automatique des procès-verbaux qui sont dressés. Mais eux, vous n'appelez pas à fermer certains lieux, certains restaurants, certaines chaînes? C'est une décision de justice, donc c'est pas à moi que ça appartient. C'est une décision de justice qui doit qualifier à quel point tel ou tel établissement est nécessaire à la vie sociale. En revanche, ce qui me paraît tout à fait clair, c'est que
les 9/10 de ce que voulaient ouvrir les macronistes, je pense par exemple à Interflora, je pense à Cultura, ne sont pas absolument nécessaires le 1er mai et que les salariés à l'intérieur souhaiteraient, pour leur grande majorité, ne pas être contraints d'aller travailler. Parce que je rappelle quand même, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui le savent très bien, enfin, il y a beaucoup de salariés qui écoutent la radio, qui écoutent votre radio. Ils savent bien que lorsque vous êtes convoqué par l'employeur qui vous demande de bien vouloir aller bosser le 1er mai, en fait, vous le faites. Pas juste parce que vous êtes contraint, il y a des cas où c'est contraint, c'est ça où la porte. Mais il y a aussi des cas où en fait, les gens, ils s'entendent bien, ils ont envie d'arranger tout le monde. Et donc, c'est pour dépanner qu'ils le font. Et ils le savent bien, une journée de vie de famille, parce qu'ils veulent rendre service. Et donc, le 1er mai chômé, c'est éviter d'avoir ce type de dilemme cornélien pour les gens qui nous écoutent. Alors, je reviens sur une autre idée de Sophie Binet de la CGT qui a dit qu'il faudrait qu'il y a à peu près 11 jours en moyenne de fériés en France. Il y en a 12 en moyenne dans l'Union européenne. Il en faudrait un autre. Et elle propose le 8 mars. Vous êtes donc en autre jour férié, chômé, rémunéré. Est-ce que vous êtes favorable, alors déjà, à un autre jour férié et à celui-là? Pardon, pour le contexte, le 8 mars, je rappelle que c'est la journée internationale des droits des femmes. Exactement. Tout à fait. La journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars. Alors, on est favorable effectivement à rajouter un jour férié. Parce que ce qu'on voit depuis, prenons 2000-2002, c'est que la productivité des travailleurs elle a augmenté de 30%. Et un travailleur aujourd'hui produit 30% de plus qu'un travailleur en l'an 2000. Qui a vu son salaire augmenter de 30% ou son temps de travail baisser de 30%? Personne. Donc il faut récupérer un peu quand même ces gains de productivité, il faut être sérieux. Et un nouveau jour férié, c'est une manière de marquer le coup. Nous, celui qu'on propose politiquement, c'est le 4 février, en hommage à l'abrogation de l'esclavage et aux luttes qui l'ont permis. On peut discuter ensuite le sujet. En tout cas, il y a un principe commun. C'est celui d'avoir un nouveau jour férié parce qu'on serait dans la moyenne européenne. Je rappelle que si vous regardez Finlande, Chypre, Espagne, ils ont plus de jours fériés que nous. Et on propose, nous, le 4 février. Aussi pour une raison assez simple, c'est que pris dans l'année, c'est un des moments de fatigue le plus important pour les salariés. Donc prendre un jour férié à un moment d'hiver, c'est aussi un moment de repos qu'on veut dire compensateur pour une séquence où le travail est en général assez pénible parce que c'est le moment où c'est l'hiver, où il fait extrêmement froid, etc., etc. Donc ça permet aussi d'avoir un moment de repos entre des périodes de vacances scolaires. Et alors, on nous dit que la France a une dette abyssale, qu'il faut se retrousser les manches et que justement les Français doivent travailler plus. Est-ce que ça va dans le sens de l'histoire de proposer un jour férié supplémentaire, Adrien Clouet? Dans le sens de l'histoire, oui, puisqu'on a divisé par 2 la durée du travail depuis 1900. Donc visiblement, c'est le sens de l'histoire, de baisser le temps de travail. C'est ce qu'on fait depuis un siècle, même depuis plus longtemps que ça en réalité. Je rappelle qu'il y a pas mal d'endroits où au Moyen-Âge, on travaillait moins qu'aujourd'hui. Donc, ça va dans le sens de l'histoire, bien sûr, de réduire le temps de travail, parce que le principe de l'histoire, c'est que plus on progresse, c'est-à-dire plus on est productif, plus on est efficace dans son travail, moins on a besoin d'heures de travail pour faire la même chose. Et l'être humain n'est pas effectivement qu'un être qui est rivé à son poste de travail. Il a le droit à des loisirs, à du repos, et ça en fait partie, le moment des jours fériés. Et l'importance d'un jour férié, c'est que c'est un moment où tout le monde a le même jour. Contrairement à, par exemple, un temps de travail qui est annualisé, c'est pas forcément le même que votre compagnon ou votre compagne, que les grands-parents, c'est pas le même que vos enfants que vous voulez voir, etc., etc. Donc, c'est important ces jours-là parce que c'est des jours de retrouvailles collectifs et puis c'est des jours aussi où la République affirme des principes. D'où notre proposition, nous, le 4 février pour l'abolition de l'esclavage et rappeler que un des plus grands moments de l'histoire de France, c'est le moment où on a dit qu'aucun être humain n'avait le droit d'en posséder un autre. Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, vice-président de la Commission des Affaires sociales et vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale et l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. On marque juste une courte... Adrien Clouet, on va parler du prix des carburants qui impactent beaucoup les Français, notamment là, on sait que la zone C part en vacances, il y a du monde sur les routes, certains ont décidé d'annuler leur déplacement parce que justement ils ne peuvent pas se permettre un plein d'essence. Alors il y a eu cette mesure gouvernementale qui visait à encadrer les marges des distributeurs de carburant qui a été jugée inefficace par les distributeurs eux-mêmes et pas seulement. De votre côté, du côté des LFI, Manuel Bompard estime que l'impact sur les prix donc avec cette question-là des distributeurs sera marginal et il pointe du doigt les raffineurs. Écoutez-le. Les marges qui sont abusives aujourd'hui, elles ne sont pas à la distribution. Tout le monde le sait. La distribution de carburant, c'est soit des distributeurs indépendants qui font des marges assez limitées, soit de la grande distribution pour qui souvent le carburant est un produit d'appel. Elles sont dans le raffinage. Tout le monde le sait. Mais elles sont au moment du raffinage, elles sont en amont dans la chaîne d'approvisionnement. D'ailleurs, elles ont été multipliées par 4 depuis le début de la guerre.
Alors, pour une fois, vous êtes du côté des distributeurs. En tout cas, vous rejoignez leur avis. C'était une fausse bonne idée. Oui, bien sûr, ça a été dit à l'instant. Les distributeurs, ils font une marge de quelques centimes qui permet de faire tenir les stations. Il y a ceux qui font l'approvisionnement, qui font aussi une marge assez faible, c'est 2-3 centimes pour faire le transfert en gros de la raffinerie à la station. Là où se jouent aujourd'hui les super profits, c'est-à-dire les profiteurs de guerre, clairement, c'est au moment du raffinage. C'est eux qui, ça a été dit, ont multiplié les marges par 4, d'où notre revendication, nous, de bloquer le prix de l'essence à 1,70 €, revenir au prix d'avant la crise, et encadrer les marges, faire en sorte que ce soit évidemment les actifs financiers qui soient mis à contribution, c'est-à-dire le résultat de la spéculation. Les experts disent que c'est pas possible, qu'il va y avoir pénurie, qu'on ne peut pas comme ça geler les prix. Pas tous les experts, visiblement, puisque j'étais encore il y a 3 jours avec les syndicalistes de Total, qui me semblent être des experts de Total, c'est leur boulot, qui disaient qu'il n'y a aucun problème à geler les prix. Au contraire, il y a des super profits qui sont réalisés, qui le sont par la spéculation. Vous avez bien vu en mars ce qu'a fait Total. Ils ont acheté 70 cargaisons à $70 le baril, et ils ont entendu que le prix monte à 170 pour faire la revente. Donc ces profits-là ne sont pas des profits qui sont liés à une prouesse technologique, à une innovation, à un investissement au travail des salariés qui font leur boulot. Mais enfin, heureusement d'ailleurs, ils n'ont pas fait 15 heures de plus par semaine. Donc c'est uniquement lié à de la spéculation. Cette spéculation, elle va dans les comptes de Total. Les comptes de Total, c'est en majorité dirigé vers la finance, puisque c'est 16 milliards d'euros l'année dernière qui vont en dividendes ou en rachat d'actions contre 15 milliards en investissement. Donc, il faut se redistribuer cette manne parce que ça s'appelle de la rente. Profiter de variations géopolitiques, profiter de crises et d'affrontements militaires pour vous enrichir en vendant juste plus cher le produit que vous avez acheté au même prix initial, c'est de la spéculation. Et aujourd'hui, cette spéculation, elle est facturée à tous les conducteurs et conductrices de France. Alors, si je comprends bien, si vous rejetez finalement la responsabilité de la baisse des prix sur les raffineurs, ça veut dire que vous êtes conscient que l'État, lui, n'a plus de marge de manœuvre et qu'il faut éviter de puiser dans les caisses de l'État. On pourrait puiser dans les caisses, mais en revanche, je ne suis pas d'accord pour le faire. Je ne veux pas que ni vous, ni moi, avec nos impôts, ayons assuré les marges de Total, parce que c'est ce qui se passerait. Le programme du RN consistant à dire on baisse la TVA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Total garde ses marges aux actionnaires et que c'est vous et moi qui payons avec nos impôts. Parce qu'en fait, si on baisse la TVA, il y aura moins d'argent dans les caisses de l'État, donc ils fermeront des écoles, des parcs sportifs, etc. Le programme gouvernemental consistant à dire on fait des chèques ciblés pour les gens, c'est aussi vos impôts et les miens qui payons. Donc ça veut dire que dans les deux cas, RN macronistes veulent que vous et moi, on paye pour les marges de Total. Je ne suis pas d'accord. C'est à Total de prendre sur ces marges. Et il y a beaucoup d'espace à prendre sur les marges de Total. Cette entreprise, on l'a dit, fait des super profits quotidiens de plusieurs dizaines de millions d'euros dans notre pays. Ils ont quand même plafonné les prix. Alors, ils ont plafonné dans leur station à eux, et notamment pour les personnes qui avaient l'abonnement Total en termes d'énergie. Pardon, c'est pas un plafonnement, c'est pas une aide aux gens, c'est un appel à la clientèle pour la fidéliser. Donc non, ce n'est pas vrai. Et il faut donc bloquer. Je rappelle qu'on l'a déjà fait en France, 1990, guerre du Golfe, on a bloqué pendant 5 semaines les prix à la pompe. Donc c'est quelque chose qui a déjà été fait sur d'autres produits. Au moment de la crise Covid, on a bloqué le prix des masques et déjà hydroalcoolique. Je veux dire, on peut le faire par décret simple. Le droit aujourd'hui le permet. Il n'y a même pas besoin d'aller à l'Assemblée et de voter. Il suffit d'un décret. Ça coûte un papier, un stylo bic. S'ils veulent, je leur offre. Et on n'est pas les seuls. Plein de pays européens font une politique de blocage. Croatie, Hongrie, la Thaïlande en dehors de l'Europe, la Grèce qui a encadré les marges de raffinage. On est les seuls dindons de la farce à facturer aux conducteurs automobilistes les super profits des raffineurs. Puisque chacun y va de sa proposition, chez les Républicains, Bruno Retailleau, lui, les distributeurs aussi d'ailleurs, demandent la suspension de la collecte des certificats d'économie d'énergie. Ça représente 15 à 20 centimes par litre sur le prix du carburant. Vous y êtes favorable ? Non, on ne va quand même pas prendre sur l'économie d'énergie. Puis surtout, vous voyez bien que ça revient encore à tourner autour du pot, à trouver des moyens de garantir les profits de Total. C'est incroyable. Vous avez une entreprise qui a augmenté ses marges par 4, qui a multiplié ses marges par 4. Franchement, il y a des gens qui nous écoutent, qui tiennent une boîte, une boutique, qui fait x4 dans ses marges. Franchement, quand on fait x1,1, on est content. Mais eux, ils font x4 dans leurs marges. Et tous ces gens-là tournent autour en disant comment on peut leur préserver leurs marges. Non, il faut prendre sur ces marges. Je voudrais terminer cet entretien avec cette déclaration. Écoutez Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, qui était invité sur France Info, qui a fait l'éloge de Jean-Luc Mélenchon. Historiquement, la France a, de par son histoire au Liban, et y compris depuis l'indépendance du Liban, je ne veux pas parler de ce qui s'est passé avant l'indépendance du Liban, est un pays qui a eu des liens très étroits. Vous l'avez compris, c'était pas du tout Benoît Payan. Je ne sais pas si on va avoir, Benoît Payan ou si c'est pas possible. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Oui. Allez, on écoute Aujourd'hui, Benoît Payan. par les Israéliens, oui.
Ne sous-estimons pas Jean-Luc Mélenchon, qui est quelqu'un de très cultivé, de très intelligent et qui a la capacité de se hisser au deuxième tour de l'élection présidentielle. Celles et ceux qui l'enterrent d'ores et déjà se trompent. Mais en réalité, là où la gauche fait, à mon sens, et Jean-Luc Mélenchon, mais on y reviendra, une erreur fondamentale, c'est que entrer dans le piège de savoir si on est pour ou contre LFI, est-ce qu'ils sont antisémites, est-ce que le matin, Jean-Luc Mélenchon a des cornes qui poussent, enfin, vous voyez, j'entends des débats toute la journée qui, moi, m'effraient, qui n'ont aucun sens. Tout le sujet, c'est de savoir comment se positionner. Est-ce qu'il est trop radical? Bien évidemment que non. Que la question, est-ce qu'il est radical? Écoutez, quand on regarde le programme de Lionel Jospin ou de François Mitterrand, Jean-Luc Mélenchon est beaucoup moins radical. Donc, le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est son rapport à la démocratie. Alors, Adrien Clouet, j'imagine que vous vous réjouissez de telles déclarations, mais qu'est-ce que vous y voyez? Parce que quand même, on se souvient, c'était il n'y a pas si longtemps, les municipales et la guerre qu'il y avait eu entre Benoît Payan et Sébastien Delogu de la France Insoumise. Alors là, finalement, il change son discours, Benoît Payan? Il est socialiste, donc bien sûr qu'il change son discours. Ça veut dire quoi, que le PS ne peut pas faire sans LFI? Je pense que les élections municipales ont été une démonstration pour eux, que dans les endroits où ils ne sont pas venus nous demander un coup de main, ils se sont fait assez souvent quand même balayer. Bon, maintenant, c'est l'hommage du vice à la vertu. Je vais prendre ce qui m'importe dans le propos de M. Payan, c'est qu'il montre bien que le mouvement de la France Insoumise, c'est un mouvement qui a un programme politique, qui est organisé, qui est prêt à aller aux différentes élections, qui est un mouvement qui est toujours en action, en fait. C'est ça la différence, sans doute, entre la France Insoumise et d'autres. C'est que moi, comme député, toutes les semaines, je fais 3 porte-à-porte avec les camarades dans la circonscription où j'ai la chance d'être élu en Haute-Garonne, dans le nord-ouest toulousain, et qu'on a un programme politique qui est en librairie, que tout le monde connaît, l'Avenir en commun, qui a plusieurs centaines de mesures, qui est régulièrement mis à jour. On a beaucoup de groupes thématiques qui travaillent sur tous les sujets. Donc, on a une fondation, l'Institut La Boétie, dans laquelle travaillent des intellectuels. Bon, tout ça fait que oui, on estime qu'être un mouvement politique aujourd'hui sérieux, c'est avoir un programme, c'est travailler avec les intellectuels, avec le monde syndical, c'est avoir des parlementaires qui sont dans l'action au quotidien. Et donc vous pourrez être amis avec les socialistes pour le 2027 ? C'est à eux de se poser la question de savoir s'ils veulent que la gauche gagne. Si oui, il faut qu'ils travaillent avec nous. Adrien Clouet, merci beaucoup. Vous étiez l'invité des grands entretiens d'Europe Info. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de Haute-Garonne, vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale.